Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo entièrement dédiée à la plante ashwagandha. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, parce que je sais que vous êtes très nombreux à rejoindre la chaîne, déjà bienvenue à vous sur cette chaîne Les Aventures Vertes de Sophie. Je m'appelle Sophie et je suis praticienne en médecine indienne, qu'on appelle donc l'Ayurveda ou autrement dit la science de la vie. Donc cette vidéo sera également accompagnée d'un article que vous retrouverez donc sur mon blog Les Aventures Vertes de Sophie. Donc le lien sera dans la description. Vous y retrouverez en fait tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, mais également des recettes d'application, des recettes très simples et très rapides à réaliser avec l'ashwagandha, comme des energy balls ou encore le moon milk. Bon, déjà, ça veut dire quoi ashwagandha? Ashwa, ça veut dire en fait cheval et gandha, ça veut dire odeur. Donc ashwagandha, en fait, ça veut dire odeur de cheval. C'est une plante qui est énormément dédiée pour en fait augmenter la qualité des semences, qu'elles soient féminines ou masculines, mais surtout masculines. Du coup, pour l'Ayurveda, en fait, le cheval est apparenté à un reproducteur hors pair, si on peut dire ça comme ça, un animal qui a des semences de très bonne qualité. Ça va pas être comme par exemple le moineau, j'avais eu cet exemple pendant mes études d'Ayurveda, qui va devoir en fait augmenter en fait ses moments de reproduction pour qu'il y ait, pour que ça puisse marcher et qu'il y ait fécondation. Alors que le cheval, en fait, il suffit d'une seule fois pour que la fécondation ait lieu. Et donc, pour que l'homme ait une semence d'aussi bonne qualité que celui de cheval, et bien en fait on a l'ashwagandha est très bonne pour ça et donc on a donné ce nom-là à l'ashwagandha. Alors maintenant je vais vous présenter la carte d'identité de l'ashwagandha. L'ashwagandha, elle fait partie de la famille des solanacées. Donc dans la famille des solanacées, on va retrouver la tomate, les aubergines ou encore les pommes de terre ou les piments. Donc déjà c'est intéressant parce que ça va nous mettre sur la piste au niveau de son énergie, ce qu'on appelle le virya en Ayurveda. Donc le virya de l'ashwagandha, bien évidemment sans surprise, est plutôt chaud. Donc c'est pourquoi en fait en Ayurveda, on ne va pas recommander l'ashwagandha pour les terrains en pitta prakopa, c'est-à-dire en déséquilibre de type pitta. Donc par exemple si vous avez tendance à avoir des inflammations gastriques, typiquement c'est le genre de terrain sur lequel l'ashwagandha ne sera pas en fait prescrit et donné. Par contre, pour Vata et Kapha, c'est magnifique puisque c'est une plante qui va énormément rééquilibrer ces deux doshas. Mais on va entrer plus en détail un peu plus tard dans la vidéo sur ces aspects-là. Donc, au niveau des qualités qui lui sont attribuées par l'Ayurveda, donc c'est-à-dire par le Dravya Guna Vijnana, c'est un peu la bible en fait des plantes en Ayurveda et des épices aussi, on les retrouve aussi à l'intérieur. Moi, j'écris en fait mes ouvrages et mes articles en me basant sur uniquement les textes classiques et donc j'emploie cet ouvrage avec d'autres comme la Charaka Samhita ou encore la Susruta Samhita pour pouvoir réaliser ces vidéos et mes articles. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, on ne le trouve pas facilement, moi je l'ai acheté en Inde, mais vous pouvez le trouver je crois sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais je trouve les liens. Donc au niveau des qualités de l'ashwagandha, donc on appelle les gunas, l'ashwagandha va être à la fois légère, ce qui va en fait rééquilibrer Kapha, mais également grasse, ce qui va à la fois rééquilibrer Vata. Alors vous allez me dire c'est très bizarre d'avoir les deux, mais c'est assez courant en fait dans les plantes ayurvédiques. Grasse, ça veut pas forcément dire lourd, c'est plus dans l'onctuosité de la plante, mais il peut y avoir des substances un peu onctueuses et légères à la fois. Donc je pense notamment à de la mousse, c'est très onctueux et en même temps léger à la fois. L'ashwagandha, c'est un peu sur ces qualités-là qu'elle va se positionner. Au niveau de ses saveurs, l'ashwagandha est amère, astringente et piquante, mais avec une prédominance de piquant. D'ailleurs, en effet post-digestif, donc quand l'ashwagandha arrive dans le côlon, son vipaka, donc l'effet post-digestif, va devenir d'ailleurs piquant. Donc c'est vraiment une plante qui est chauffante et qui a tendance à être un peu purifiante aussi, de par ce côté piquant, et à pénétrer vraiment rapidement dans les tissus également. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle a un effet plus ou moins... Elle peut être plus ou moins déséquilibrante pour Pitta également. D'ailleurs en été, c'est une plante qu'il faut vraiment moduler et prendre avec parcimonie, donc soit à tamponner avec des épices qui vont apaiser Pitta,
ou soit d'autres plantes qui vont apaiser Pitta. Mais ça, encore une fois, c'est à moduler en fonction de votre terrain. Il n'y a pas de règle universelle pour tout le monde. Alors au niveau de ces applications médicinales, l'ashwagandha, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, est très bonne en fait pour stimuler la fertilité féminine et masculine. Donc c'est ce qu'on appelle en fait une plante shukrala, c'est-à-dire qu'elle va augmenter la qualité et la production des semences. Elle est également clébia, c'est-à-dire qu'elle va en fait permettre de contrecarrer les problématiques d'érection des hommes. On la donne beaucoup pour les personnes par exemple qui vont avoir une érection précoce ou qui ont du mal à avoir une érection. Cette plante-là est très bonne pour rééquilibrer la sphère génitale et les tissus reproducteurs, surtout de l'homme et un peu de la femme, puisqu'en fait elle est purifiant et tonique au niveau de l'utérus de la femme, en permettant en fait de produire des ovules de qualité et en agissant également sur la libido, donc en permettant en fait d'apaiser le stress, de rééquilibrer le système nerveux. Donc vous verrez que c'est une de ses actions aussi phares. Et ben elle permet en fait à la libido de prendre sa pleine puissance. Donc pour la fertilité, alors ça va dépendre de si c'est pour booster la fertilité de l'homme ou de la femme, mais au niveau des synergies des plantes, on va souvent l'associer avec la shatavari. On peut l'associer également avec de la réglisse, avec de la rose, avec de l'aloe vera. Il va y avoir en fait, ça va dépendre des problématiques, si c'est parce que, je sais pas, par exemple, vos ovules ne sont pas de bonne qualité, ou alors vous n'avez plus vos règles, ou alors vous êtes trop stressé, ce qui bloque la fertilité, le corps est trop fatigué, enfin, il y a plein de raisons qui pourraient expliquer en fait que vous n'arriviez pas à concevoir un enfant. Et du coup, les plantes qui vont être associées avec l'ashwagandha vont permettre de respecter et d'englober ce spectre de besoins en fait que vous pouvez avoir. Donc l'ashwagandha, c'est également une plante qui est très bonne pour la résistance au stress, pour diminuer le stress, c'est aussi une de ses actions phares, puisqu'en fait elle est très riche en glycosides. Et en fait le glycoside permet aux cellules d'être beaucoup plus résistantes en fait au stress oxydatif. Donc ça va beaucoup moins abîmer les cellules, ce qui fait qu'on va vieillir aussi moins vite bien évidemment, mais être beaucoup moins réactif au niveau du stress. L'ashwagandha a aussi un effet en fait sur l'axe hypothalamus, hypophyse et surrénal, ce qui permet de synthétiser l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol à la juste dose. Surtout si vous êtes sujet à un stress qu'on appelle chronique, c'est-à-dire que vous êtes stressé absolument constamment et que votre corps ne relâche jamais la pression. Donc du coup, l'ashwagandha va être très intéressante justement pour réguler le taux de cortisol dans le sang. Donc soit si vous en avez trop, soit si vous en avez pas assez. Elle est vraiment adaptogène, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter tout simplement, repérer les besoins de votre corps et essayer de travailler en harmonie avec elle. Il y a juste une chose que je voulais vous préciser par rapport au stress oxydatif, j'ai oublié de vous parler des cheveux. En fait, l'ashwagandha, elle est très bonne pour réduire l'apparition des cheveux blancs. Quand on a trop de stress oxydatif, on peut vieillir de manière prématurée, donc avoir la peau qui vieillit plus vite et les cheveux qui deviennent blancs, prématurés. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les personnes de type Pitta qui vont vieillir un peu plus vite parce qu'elles sont plus nerveuses aussi et ont tendance à se mettre en colère un peu plus facilement et du coup à abîmer un peu plus leur corps, tout simplement. Et surtout l'énergie est énormément stockée au niveau de l'esprit, de la tête, ce qui fait que ça a tendance à brûler, à brûler littéralement les cheveux, on peut dire ça comme ça. Donc l'ashwagandha va en fait permettre au taux de mélanine d'être stimulé, donc à la fabrication de la mélanine, ce qui permet donc aux cheveux blancs de retrouver leur couleur naturelle. Alors, si la racine de vos problématiques n'est pas corrigée, bien évidemment ça reviendra, ça dépend pour quelle raison est-ce que vous avez les cheveux blancs, mais là je parle de stress oxydatif, de cheveux blancs apparus à cause du stress oxydatif. Dans ce cas, vous pouvez avoir la fabuleuse surprise de retrouver des cheveux avec votre couleur naturelle qui repousse. Donc pour revenir au stress maintenant, je suis désolée, je fais un petit chassé-croisé. Donc pour revenir au stress, en fait, l'ashwagandha elle est aussi très bonne pour les problèmes d'insomnie. Donc pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Donc pour aider à dormir, en général, on va prendre du lait avec de l'ashwagandha, plutôt de l'ashwagandha avec du lait, qu'on va prendre en fait 30 minutes avant d'aller dormir. Alors on peut aussi prendre l'ashwagandha tout au long de la journée parce qu'en fait le but c'est de relaxer le corps et qu'il ne relâche pas tout juste au moment d'aller dormir. C'est un petit peu compliqué pour le corps en fait en général et j'ai remarqué dans la pratique
ça avait moins d'effet que si on donnait la plante tout au long de la journée. Donc bien évidemment, je vais vous donner de toute façon les posologies maximales à prendre avec l'ashwagandha. À la fin de la vidéo, vous retrouverez tout ça. Mais du coup, l'ashwagandha avec le lait, c'est très intéressant parce que le lait est très riche en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui favorise en fait le sommeil. Et comme l'ashwagandha relaxe le système nerveux, et ben du coup, on a une synergie qui est très intéressante. On pourra aussi ajouter en fait du sucre ou alors du miel en plus du lait, ou alors avec d'autres plantes comme par exemple la brahmi ou la gotu-kola. Donc la brahmi, c'est une plante aussi qui est très intéressante pour relaxer le système nerveux et qui est très bonne aussi pour la mémoire, la concentration et aussi les problèmes d'insomnie. Donc je vous avais réalisé une vidéo que vous pourrez retrouver par ici, je vais vous mettre la petite fiche pour que vous puissiez en fait voir les principes, les principales actions de la brahmi. Vous verrez en fait elle est vraiment similaire et très puissante, moi c'est une de mes plantes préférées. Ensuite, l'ashwagandha elle est très intéressante pour les problèmes de thyroïde, notamment pour l'hypothyroïdie. Donc c'est une plante que j'ai personnellement prise pour ma thyroïde puisque j'ai souffert donc d'hypothyroïdie. D'ailleurs, à ce sujet, je me demandais si vous seriez intéressé par une vidéo sur l'hypothyroïdie. Je verrai aussi pour l'hyperthyroïdie bien évidemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent de l'hyperthyroïdie, mais j'ai quand même remarqué dans la pratique qu'on était beaucoup plus à souffrir d'hypothyroïdie, donc une thyroïde qui ne fonctionne pas suffisamment bien. Et j'ai énormément de choses à dire là-dessus parce que j'ai souffert moi-même d'hypothyroïdie, donc j'ai mis en place plein de stratégies ayurvédiques et autres pour pouvoir équilibrer ma thyroïde. Et en Ayurveda, il existe plein de choses à faire, à mettre en place pour justement la rééquilibrer. Donc si jamais cette thématique vous plaît, si jamais ça vous dit que je réalise une vidéo sur l'hypothyroïdie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire de cette vidéo, comme ça je verrai si ça intéresse suffisamment de personnes pour pouvoir la réaliser. Donc en fait, l'ashwagandha va améliorer la conversion de la T4 en T3 et permettre à la T3 de mieux pénétrer dans les cellules. Donc ça, si jamais vous êtes intéressé pour la vidéo sur la thyroïde, je vous expliquerai tout en détail. Et cette action qu'elle a sur l'hypothyroïdie, ça s'explique en fait par les witanoïdes qu'elle contient. Donc les... Oh non, il fallait qu'il fasse les travaux maintenant pendant que je fais la vidéo. Donc l'action de l'ashwagandha sur la thyroïde s'explique en fait par les witanoïdes qu'elle contient, donc ça vous le verrez en fait dans l'article dédié, et qui sont en fait des phytostérols, c'est-à-dire des lipides végétaux qu'on va retrouver aussi dans le ginseng, et qui va avoir cette action un peu stimulante et boostante, donc justement pour les thyroïdes qui ne fonctionnent pas suffisamment bien. Donc par contre, à contrario, comme l'ashwagandha est assez boostante pour la thyroïde, on va éviter d'en donner en fait sur des terrains qui vont souffrir d'hyperthyroïdie, donc avoir une thyroïde qui fonctionne un peu trop fort. Alors justement, en parlant de métabolisme avec la thyroïde, il faut savoir que l'ashwagandha c'est une adaptogène du métabolisme. Elle va aider en fait soit à la prise de poids, comme je vous le disais, en nourrissant les tissus parce qu'elle est ce qu'on appelle balya, c'est-à-dire qu'elle va renforcer le corps, elle va renforcer aussi ojas. En fait, elle est rasayana, elle est régénérante. Donc elle va pouvoir en fait permettre vraiment aux tissus profonds et les muscles et la graisse font partie des tissus du milieu, on va dire, puisque c'est le 3e et le 4e tissu, vont permettre en fait d'avoir une meilleure assimilation pour tous les tissus profonds et donc de construire une masse musculaire qui va être de meilleure qualité et avec une production plus importante. Et pour les personnes qui vont souffrir de prise de poids liée au stress, donc je pense notamment à l'hyperphagie, à la boulimie, aux fringales de sucre par exemple, l'ashwagandha va être très intéressante en fait pour agir sur la racine de la problématique, c'est-à-dire le stress. Donc là on va souvent la donner en synergie avec d'autres plantes pour peut-être soit débloquer le métabolisme qui est bloqué par l'accumulation de toxines ou par l'accumulation, par les schrotas, ce qu'on appelle les canaux qui vont être bloqués et qui bloquent donc la fluidité, la circulation du bol alimentaire ou des fluides tout simplement. Donc ça va donner peut-être de la congestion, comme des œdèmes, ça peut donner ça. D'ailleurs l'ashwagandha est très bonne pour diminuer les œdèmes et les accumulations de cet acabit. Et on va souvent la donner avec des épices ou d'autres plantes comme du gougoulou, d'autres plantes qui vont pouvoir agir sur ces problématiques-là. Donc comme vous pouvez le voir, c'est jamais une action isolée au final. C'est rare qu'on donne de l'ashwagandha tout seul. C'est souvent en synergie avec d'autres plantes pour agir justement sur les différentes problématiques de la personne.
Donc l'ashwagandha est aussi très bonne pour diminuer les leucorrhées, donc ce qu'on appelle les pertes blanches de la femme. Elle va agir en fait sur la désinflammation du cervix, donc c'est-à-dire l'entrée en fait de l'utérus, donc en permettant justement de réduire l'inflammation, parce qu'en fait l'ashwagandha a des propriétés anti-inflammatoires. Et souvent, pas toujours, mais souvent les leucorrhées, quand on a trop de leucorrhées, donc ça peut être un problème d'augmentation du tissu rasa, donc ce qu'on appelle le liquide nourricier, la lymphe, et qui est apparenté aussi à l'augmentation de kapha, du dosha kapha. Donc comme l'ashwagandha est kapha hara, c'est-à-dire qu'elle va diminuer kapha, et ben elle va avoir cette action aussi sur la diminution de ce tissu-là, donc de rasa, de la lymphe, et permettre en fait voilà, sa juste production, c'est-à-dire ni trop peu ni pas assez, donc en agissant sur la réduction des pertes blanches. Donc ça, je sais que c'est une problématique que beaucoup de femmes rencontrent. Elle peut être intéressante pour cela. Donc enfin, l'ashwagandha, elle est très bonne aussi pour les maladies de type vata. Par exemple, elle va énormément soulager les maladies de peau en fait, qui vont être liées au stress, comme par exemple l'eczéma ou encore le psoriasis, ou alors l'acné de stress, l'acné qui peut apparaître lorsque l'on est stressé avec un chamboulement hormonal par exemple. Elle va être aussi très bonne pour en fait le vitiligo, pour réduire le vitiligo, qui est lié donc à un déséquilibre de vata principalement. Et donc on va la donner en fait en conjonction encore une fois avec d'autres plantes pour pouvoir soigner ces maux-là. On va aussi la donner pour tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde ou également l'arthrose. Mais ça ne va pas agir sur la racine de la problématique, notamment avec la polyarthrite rhumatoïde. Ça, il va vraiment falloir que je vous fasse aussi une vidéo sur ce sujet si jamais ça vous intéresse. Dont la racine, en fait, excusez-moi, est au niveau du système digestif pour l'Ayurveda, parce que c'est une accumulation de toxines qui a lieu au niveau d'Agni, une baisse de Agni, de Jatara Agni notamment, et qui va en fait vraiment migrer au niveau des tissus, des faiblesses en fait, des endroits où il va y avoir de l'amas qui va s'accumuler. Donc ce sont les endroits humides du corps, et les articulations font partie pour l'Ayurveda des endroits humides du corps. Donc tant qu'on n'a pas traité les toxines et l'augmentation du pouvoir de Agni, on n'aura pas d'effet en fait sur la polyarthrite rhumatoïde. Et ça, je peux en témoigner puisque je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps maintenant, au tout début de ma chaîne, sur la polyarthrite rhumatoïde, puisque j'en souffrais en fait au niveau de ma main gauche. Voilà, et c'était vraiment lié à ça, à mes toxines et au fait que j'étais en fait intolérante au gluten. Je le suis toujours, intolérante au gluten, c'est quelque chose qui est profondément marqué dans mon ADN si je puis dire. Mais je ne souffre plus du tout de polyarthrite rhumatoïde. Donc tout ça, de toute façon, je vous en parlerai aussi puisque je ferai une suite à cette première vidéo. Je vous mettrai le lien juste ici si vous souhaitez aller voir et que vous aussi vous souffrez donc de polyarthrite rhumatoïde. Bon, pour ne pas que la vidéo soit trop longue à regarder, je ne vais pas rentrer dans tous les détails des actions de l'ashwagandha parce qu'il y en a une palanquée. Mais n'oubliez pas que cette vidéo sera soutenue donc par un article que vous retrouvez donc sur mon blog. Je vous mettrai le petit encart là, ici, touc touc, avec la description de l'article pour que vous puissiez aller le lire. Et là vous verrez donc d'autres actions, notamment au niveau du diabète, etc., que vous pourrez aller voir. Donc maintenant on va parler des contre-indications de l'ashwagandha. Alors attention, pour les personnes qui vont souffrir notamment de gastrite ou d'inflammation gastrique, qui vont avoir des reflux gastriques ou voilà, peut-être même des ulcères, c'est à totalement éviter parce que l'ashwagandha elle est chauffante, comme je vous l'ai dit au niveau de la carte d'identité, elle est piquante et chauffante principalement au niveau de ses saveurs, et donc elle va avoir cet effet là de trop chauffer, ce qui est déjà un petit peu irrité et trop inflammé. Donc il faut vraiment faire attention, même si elle a des actions anti-inflammatoires, c'est pas la meilleure pour ce genre de problématique. Donc à éviter dans ce cas-là, à éviter pendant la grossesse également. Également si vous souffrez d'hypotension parce qu'elle relaxe énormément le système nerveux comme je vous en ai parlé, et elle a donc sur le système cardiovasculaire, elle a cette tendance-là à ralentir les pulsations du cœur, les battements du cœur. Donc attention si jamais vous avez déjà une fréquence cardiaque qui est très basse. Donc l'ashwagandha est également à éviter pour les personnes narcoleptiques, donc c'est-à-dire si jamais vous vous endormez très souvent dans la journée. Comme je vous l'ai expliqué, elle a tendance à énormément relaxer et à détendre et à favoriser la mise en sommeil. Donc pour vous c'est évidemment à proscrire absolument.
Et donc pour les personnes également souffrant d'hyperthyroïdie, bien évidemment l'ashwagandha ne vous sera pas recommandé, ou alors vraiment avec une extrême prudence si vous êtes suivi donc par un médecin ou par un praticien en Ayurveda qui est vraiment calé sur les sujets de la thyroïde. Donc, au niveau des formes de prise et de la posologie de l'ashwagandha, donc déjà au niveau de la posologie en fait, ça sera entre 3 à 6 grammes. Il ne faut pas dépasser les 6 grammes d'ashwagandha, sinon vous êtes en surposologie et ça sera beaucoup plus néfaste que aidant pour votre organisme. Donc vous l'avez sous forme de poudre, donc comme une poudre absolument lambda, donc que vous allez prendre en fait en infusion, en la faisant infuser dans de l'eau pendant 10 à 12 minutes à couvert, et puis vous allez laisser tiédir l'eau et ensuite vous allez la consommer jusqu'à 2 à 3 fois par jour. Ça va dépendre de si votre praticien souhaite que l'ashwagandha agisse tout au long de la journée, ou si c'est plutôt à certains moments, ça peut être que le matin ou l'après-midi, ou alors le matin ou le soir. Ça va dépendre des raisons pour lesquelles vous prenez l'ashwagandha. Vous avez aussi sous la forme de capsules, donc c'est celle que je vais en fait vous proposer à la vente, puisque les plantes vont arriver normalement la semaine prochaine, enfin la commande part la semaine prochaine, elle arrivera 3 semaines après. Donc normalement fin août, j'aurai les plantes ayurvédiques que je vous avais donc partagées il y a quelques temps, je crois que c'était à l'époque de Noël. Ça a mis énormément de temps avant d'arriver parce qu'il fallait qu'on revoie toutes les compositions des plantes avec mon fournisseur de plantes, le fabricant des plantes, puisque il les fabrique en fait sur place pour moi. Et du coup, donc il y a des plantes, hein, bien évidemment, il y avait des mélanges qui n'allaient pas au niveau du marché français, au niveau de la législation française. Donc il a fallu tout remanier, ça a pris énormément de temps. Mais du coup, pour les plantes simples, déjà, avant de recevoir les mélanges, je vais normalement, donc, de toute façon, ça avait été convenu comme ça a été acté avec mon fournisseur. Ça arrivera donc d'ici 3 semaines, voilà, en comptant l'envoi d'ici 3 semaines. Donc vous serez bien évidemment tenu informé sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je vous invite de tout cœur à venir me rejoindre sur Instagram notamment. Je vous partage énormément de contenu sur l'Ayurveda. Donc toutes les semaines, je vous fais un post sur l'Ayurveda avec des conseils. Je vous partage également des recettes. Et puis un petit peu de ma vie, de mon parcours d'entrepreneuse et de thérapeute en Ayurveda. Donc vous pourrez retrouver tout ça sur ma page Instagram. Donc vous avez également l'ashwagandha sous forme d'arishtam, c'est-à-dire d'alcool fermenté, donc ce qu'on appelle ashwagandha arishtam. Et là c'est vraiment pertinent pour les problématiques de dépression ou encore de stress chronique, ou également de problématiques de mémoire ou d'insomnie. Donc là, voilà, on donnera l'arishtam pour ça. Et on a également l'ashwagandhi leyam, donc dit ça veut dire etc. Donc c'est de l'ashwagandha en fait avec plein d'autres plantes et d'épices. Et leyam ça veut dire pâte en fait, hein. C'est comme une espèce de pâte de plantes et d'épices. Donc dedans on va retrouver bien évidemment l'ashwagandha, on va retrouver du cumin, de la cardamome, mais aussi du ghee, du miel et il me semble du lait ou du jaggery, excusez-moi, il y a du jaggery dedans. Donc c'est une composition qui est assez lourde et qui va pas du tout être à donner pour des terrains ayant de l'amas, c'est-à-dire des toxines ou des agnis faibles, c'est-à-dire des feux digestifs qui ne vont pas bien convertir, assimiler et digérer. Mais par contre, elle est très très bonne pour les troubles neuromusculaires, pour renforcer donc la prise de poids, parce que c'est une problématique quand même qui est assez courante, je trouve, en consultation. Donc du coup, elle va être très bonne pour renforcer les tissus, pour permettre la prise de poids. Elle va être très bonne aussi pour donner de la vigueur, de la force, pour redonner de l'endurance, également pour diminuer le stress. Elle est très bonne aussi pour les problèmes d'infertilité, notamment pour les hommes. Donc je voulais également vous parler d'une autre forme, à savoir sa forme pure, hein, sous forme de plante que vous pouvez tout à fait cultiver chez vous. Donc j'avais envie de vous parler en fait de Cocopelli, je ne sais pas si vous connaissez. Cocopelli en fait c'est une association de semences paysannes qui milite en fait pour démocratiser des plantes qui ont été oubliées notamment. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des plantes paysannes mais aussi des plantes médicinales. Et dernièrement ils ont fait une campagne en fait de communication sur l'ashwagandha. Et ils m'ont offert, d'ailleurs c'est pas qu'à moi, c'est à toutes les personnes qui ont déjà commandé sur leur site, ils m'ont offert en fait des graines d'ashwagandha. J'ai trouvé ça super génial pour pouvoir commencer en fait la culture chez soi et cultiver de l'ashwagandha. Sachant que ce qu'on utilise en Ayurveda, ça va être les racines d'ashwagandha et les feuilles d'ashwagandha. Donc j'ai pas encore testé, je sais pas si vous avez déjà essayé la culture d'ashwagandha chez vous. Si jamais c'est le cas,
N'hésitez pas à nous partager vos conseils et vos astuces parce que moi j'ai pas encore testé, j'ai pas encore commencé, j'ai 25 graines qui m'ont été offertes. Donc nous en fait on avait commandé des plantes pour les butineuses qu'on a mis dans le jardin, donc pour les abeilles et tous les insectes pollinisateurs. Et du coup ils nous avaient offert de l'ashwagandha en contrepartie, donc peut-être que vous en avez déjà reçu aussi de Cocopelli. En tout cas voilà, je vous invite vraiment de tout cœur à les soutenir, à commander chez eux, sachant qu'il y a plein de légumes et de plantes et de fleurs aussi oubliées qu'on ne trouve pas en grande surface. Donc ça permet de remettre un peu dans la terre ces plantes qui ne font plus partie du paysage occidental. Voilà les aventuriers, donc j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'en savoir davantage sur l'ashwagandha. Donc je vous invite de tout cœur à aller lire le petit article que je vous ai écrit où je vous ai donc partagé plus de détails sur l'ashwagandha mais également des petites recettes que vous pourrez faire comme je vous l'expliquais en introduction de la vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de faire une vidéo toutes les semaines. J'ai bien dit, je vais essayer. Donc peut-être à la semaine prochaine ou en tout cas c'est sûr à la semaine d'après. Gros bisous les aventuriers! Retrouvez mes e-books sur l'Ayurveda et sur les saisons dans lesquelles je vous ai partagé des conseils pour les 4 saisons, des conseils ayurvédiques avec des recettes, des postures de yoga et des rituels à refaire à la maison. Vous retrouverez également mon e-book sur l'alimentation ayurvédique. Tous les détails de ces e-books sont dans la description de la vidéo. Je vous ai mis les liens qui vous renverront en fait sur mon site soinsvertdesophie.com.